23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Secteur du cacao, précisément du chocolat, la Côte d'Ivoire et le Ghana interpellent les multinationales. Les producteurs de cacao ivoiriens veulent comprendre les réticences de certains chocolatiers, industriels et négociants pour la mise en œuvre du DRD différentiel de revenus décents aux producteurs. Il s'est tenu ce vendredi la 8e session extraordinaire des ministres africains de l'environnement par visioconférence. Les ministres africains de l'environnement ont exposé leur vision sur l'impact négatif de la Covid-19 et les actions entreprises par les différents États pour la relance efficace de l'action environnementale post-Covid. Et puis, lutte contre la Covid-19 à compter de demain samedi 5 décembre, début de vaccination à grande échelle contre la Covid-19 à Moscou en Russie. Le fameux vaccin Sputnik 5 développé par un laboratoire russe va être administré dans 70 cliniques de la capitale russe. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Les producteurs de cacao ivoiriens ont invité le Conseil Café Cacao à une rencontre jeudi dernier à Yamoussoukro. La raison de cette invitation, ils veulent comprendre les réticences de certains chocolatiers industriels et négociants pour la mise en œuvre du DRD, le différentiel de revenus décents aux producteurs, de bénéficier d'un bonus de $400, soit 200 000 francs CFA par tonne de cacao produit. La décision arrêtée au terme de la rencontre, ils menacent de suspendre les programmes de durabilité et de certification. Noël Gagnon. L'acteur le moins payé de la chaîne d'approvisionnement mondial du cacao est le producteur. Sur les 100 milliards de dollars que génère la filière cacao, seuls 6% reviennent aux producteurs. Pire, un producteur de cacao vit aujourd'hui avec 0,78 $ par jour. Une des pistes pour sortir de cette pauvreté, selon les producteurs, c'est le DRD, le différentiel de revenus décents. Malheureusement, 2 mois après l'ouverture de la campagne, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Des informations à travers la presse concernant la réticence de certains industriels à la mise en œuvre du différentiel de revenus décents DRD. Voilà qui fonde cette mobilisation des productrices et producteurs venus des 13 zones de production de cacao de Côte d'Ivoire à l'hôtel de ville de Yamoussoukro. En face d'eux, les dirigeants du Conseil Café Cacao, le régulateur ivoirien. Objectif, ils veulent comprendre les tenants et les aboutissants de cet état de fait. Après 3 heures d'échange avec à la clé une concertation entre premiers responsables des fêtières et des organisations du secteur, les participants ont produit une déclaration dite « Déclaration de Yamoussoukro ». Invitons les industriels du cacao au respect de leur engagement à payer le DRD aux producteurs ivoiriens et ghanéens. 2. La suspension de notre collaboration autour des programmes de durabilité et de certification en cas de non-application du DRD. 3. Le boycott des activités de tout industriel de cacao opposé au DRD en Côte d'Ivoire. 4. Le soutien des producteurs ivoiriens au Conseil du Café Cacao et au Ghana Cocoa Board pour toute initiative d'application du DRD. La mise en place d'un comité de suivi du DRD par les producteurs ivoiriens et ghanéens. Pour information, le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est plus de 60% de l'offre mondiale et produisent les fèves les plus prisées par l'industrie chocolatière. Voilà, une grogne exprimée par la Côte d'Ivoire et le Ghana est justement marquant une escale dans ce pays voisin qui vibre au rythme de la campagne pour la présidentielle. À quelques heures de la fin de la campagne électorale qui s'achève ce samedi, les candidats à la présidentielle ghanéenne sont au contact des populations, des meetings pour convaincre les électeurs, tout en tenant compte de la cartographie électorale. Quels sont les bastions du parti au pouvoir, le NPP? Quels sont les fiefs du principal parti de l'opposition, le NDC? Où est-ce que les autres candidats piochent leurs électeurs? On en sait un peu plus avec nos envoyés spéciaux au Ghana, Michel Digri et Barnabé Conan.
À quelques heures de la fin de la campagne électorale, le mercure monte d'un cran sur le territoire ghanéen. La région de la Volta reste le bastion du NDC, principal parti d'opposition, tandis que la région Ashanti est le fief du NPP, parti au pouvoir. Les deux régions les plus imprévisibles sont celles du Grand Accra et du centre. À elles seules, ces deux localités constituent le quart de la population électorale des 16 régions. À majorité intellectuelle, ces électeurs votent en fonction d'un projet de société et c'est ici que les 12 candidats se disputent l'électorat. Pour le scrutin de lundi, il ne s'agira pas de faire des histoires, mais plutôt d'exprimer son droit de vote. Allez élire le candidat de votre choix. Ce que le peuple recherche, ce sont des barrages hydrauliques capables de produire de l'eau toute l'année pour irriguer les plantations et approvisionner les populations. Il est temps que notre nation se lève pour entrer dans une nouvelle ère d'espoir et de justice. Nous voulons le changement, nous sommes fatigués. Nous avons beaucoup d'idées que nous voulons mettre en pratique, notamment dans le domaine de l'éducation. Les populations, elles, ne souhaitent que la paix et le développement pour leur pays. On veut un président qui tient des promesses et qui les réalise. Ce lundi 7 décembre, un peu plus de 17 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour choisir celui qui présidera aux destinées de ce pays pour les 4 années à venir. Il s'agira également d'une élection législative. 275 sièges sont à pourvoir au Parlement ghanéen. Voilà, ambiance de campagne donc au Ghana, campagne présidentielle avec Michel Digré. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi cette réaction marquée d'indignation du RHDP, le Rassemblement des oufritistes pour la démocratie et la paix au Parti socialiste français qui dans une correspondance en date du 1er décembre dernier adressée au ministre français des Affaires étrangères s'était bien prononcé sur la situation socio-politique en Côte d'Ivoire. On écoute le porte-parole du parti, Kobena Kwasi Adjoumani. À travers son courrier, M. Olivier Faure invitait sans aucune pudeur M. Yves Le Drian à exercer des pressions directes sur le président Alassane Ouattara, dont il conteste la légitimité de sa réélection à la tête de la Côte d'Ivoire, afin de le contraindre à libérer immédiatement tous les dirigeants de l'opposition interpellés suite à la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel au lendemain de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Au regard du contenu de ce courrier particulièrement orienté, partisan et manifestement guidé par des destins obscurs et inavoués, le RHDP voudrait marquer sa plus vive indignation, car le Parti socialiste ne peut pas s'ériger en avocat du diable en défendant l'indéfendable. Il ne peut pas non plus cautionner l'inacceptable, c'est-à-dire la cause de ceux qui ont ouvertement et publiquement décidé de s'attaquer à la démocratie et au suffrage populaire en tentant par tous les moyens d'empêcher la tenue d'un scrutin démocratique. En tout état de cause, que M. Olivier Faure sache que la Côte d'Ivoire, sous le président Alassane Ouattara, a changé. Le pays avance. Il n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire des années 2000. Nous invitons M. Faure à faire un tour à Abidjan pour constater la merveilleuse métamorphose, une capitale en plein essor, à l'instar de tout le pays. En tant que libéral, le président Alassane Ouattara a fait du social et de la paix son cheval de bataille. Nous avons pour preuve les importantes ressources allouées pour soutenir des projets allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations,
de la promotion de l'emploi jeune et de l'autonomisation des femmes. Nous invitons par conséquent le Parti socialiste français à changer les lunettes avec lesquelles il scrute l'actualité ivoirienne s'il veut voir les choses plus clairement. Et l'actualité, c'est également cette nouvelle qui est tombée ce matin. Après plusieurs mois d'attente, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, a récupéré ce vendredi 4 décembre ses 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. L'ancien président ivoirien avait en juillet dernier entamé des démarches administratives pour ces 2 formules. L'ancien président salue l'acte posé par les autorités ivoiriennes, écrit-il dans un communiqué. Et selon des informations dont nous disposons, il entend rentrer en Côte d'Ivoire dans le mois de décembre. Il salue donc l'acte posé par les autorités ivoiriennes, un acte qui concourt à l'apaisement. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi la tenue ce vendredi de la 8e session extraordinaire des ministres africains de l'environnement par visioconférence. Ils ont exposé leur vision sur l'impact négatif de la Covid-19 et les actions entreprises par les différents États pour la relance efficace de l'action environnementale post-Covid. Grace Kando. En raison de la Covid-19, c'est par visioconférence que les ministres africains de l'environnement échangent leurs expériences. Des propositions ont été faites pour la relance des activités post-Covid-19, prenant en compte les aspects environnementaux. Dans la situation de crise sanitaire que traverse le monde, l'Afrique, qui a été pareillement touchée par la pandémie de la Covid-19, doit réfléchir à une gestion durable de l'environnement post-Covid-19 pour une résilience adaptée et mieux organisée dans le futur. Nous croyons fermement que toutes les composantes de l'environnement ont un rôle majeur à jouer dans la propagation des zoonoses. Chaque État s'est engagé à rehausser ses engagements de préservation et de protection des ressources naturelles. Face à ses pairs, le ministre Joseph Seka Seka s'est aussi prononcé sur l'apparition des nouveaux types de déchets à la faveur de cette pandémie. On peut citer des gants, des masques, des thermomètres qui sont nuisibles et néfastes pour notre environnement. Certes, ces produits sont utiles, mais il faut le redire, ils contiennent aussi du plastique, des métaux électroniques, et face à cela, le déploiement d'une fiscalité environnementale forte est une solution innovante. En Côte d'Ivoire, cette solution est renforcée par la mise en place de projets qui permettent de traiter ce type de déchets. La conférence ministérielle africaine sur l'environnement promeut la coopération régionale entre les gouvernements en vue de relever les défis environnementaux auxquels les pays sont confrontés. Et on parle toujours d'environnement. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile ainsi que le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale décident de se faire partenaire du ministère de l'Assainissement, de la Salubrité dans le cadre de l'opération Grand Ménage. Ils décident de se joindre à cette initiative, une décision actée par la signature d'un protocole d'accord. Pour rappel, l'opération Grand Ménage est une opération lancée en 2017 qui se tient chaque premier samedi du mois et qui se fixe pour objectif de donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire à travers des actions de salubrité. Grace Kando. L'opération Grand Ménage enregistre de nouveaux partenaires. Il s'agit du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ces 2 administrations s'engagent à continuer les actions de salubrité. Pour matérialiser ce partenariat, un protocole d'accord et de remise de fanions. Nous vivons avec les populations et nous avons à cœur de maintenir cette relation de confiance avec les populations. Et cela ne peut se faire sans qu'on y associe un environnement sain, propre
et nettoyer en permanence. Après les tristes événements que nous avons connus, la police nationale s'est attelée aux côtés des jeunes en les invitant justement à l'accompagner dans ces actions-là. C'est donc illustré dans les actions de nettoyage dans toutes les grandes villes du pays. Nous l'avons fait de façon spontanée. Nous l'avons fait parce que nous nous disons que notre pays nous coûte cher, il coûte cher à tout le monde et nous devons le garder propre. Nous sommes fiers de la police nationale et je voudrais très sincèrement remercier Monsieur le ministre pour son engagement, pour sa détermination à faire en sorte que notre police soit une police au service des populations. Pour nous, au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, quel bonheur, puisque cela contribuera naturellement, dans un esprit de cohésion et de solidarité, à vivre dans un pays propre. Les ministres Vagondo Diomandé et Maria Toukone, représentés par son directeur de cabinet, ont été faits ambassadeurs de la salubrité au regard des actions menées sur le terrain. Avant ces deux nouveaux partenaires, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité s'était déjà engagé avec la SODECI et la RTI. Voilà, un reportage signé Grace Kando. Et puis la construction du 4e pont d'Abidjan, le dédoublement de la voie Abidjan-Dabou a entraîné des déguerpissements de population. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier était hier dans la commune de Songon pour visiter le chantier de recasement de certaines personnes impactées par le projet et faire la remise officielle à des écoles primaires aux populations d'Adiopo. Amédée Kofi Kwaku a fait donc une escale à PK24 sur l'autoroute du Nord. Francis Boifo pour le reportage. Ce site, situé à PK24 sur l'autoroute du Nord, va bientôt accueillir les camions poids lourds impactés par la construction du 4e pont d'Abidjan. Les commodités qui sont sur cette plateforme, en termes de toilettes, en termes de magasins, en termes de salles de réunion, en termes de salles polyvalentes, en termes d'espace de dépannage de véhicules, en termes d'aide de stationnement, nous ne pouvons qu'exprimer aux autorités compétentes, avec à leur tête le président de la République, toute notre reconnaissance. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier était mercredi sur le terrain pour évaluer les travaux. Les aménagements sont bien faits. Ici, il va y avoir environ 200 camions qui pourront stationner. Nous sommes en train de regarder les voies d'accès. Ensuite, vous savez que le 4e pont traverse le quartier Boribana. Il y a beaucoup de populations donc, qui étaient installées là-bas. Il fallait donc déplacer ces populations. Surtout celles qui étaient donc des habitants résidents, qui étaient donc des propriétaires de leur maison. Donc un terrain a été pris donc, dans la zone de Songon. Les aménagements sont en train d'être faits au niveau donc, de la voirie, des réseaux, c'est-à-dire les canalisations, mais aussi des maisons seront construites. C'est environ 68 hectares qui ont été acquis à travers sur l'ensemble du projet pour pouvoir relocaliser donc, ces populations. Avant ces chantiers, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, est allé remettre officiellement 2 bâtiments de 12 classes au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces bâtiments bénéficient aux élèves du groupe scolaire Orange Adiopoto dans la commune de Songo. Les travaux d'élargissement de la route de Dabou vont malheureusement entraîner des impacts sur le groupe scolaire Orange du village d'Adiapoto 1. Cet impact se traduira par la destruction de 9 salles de classe. Il était donc nécessaire, afin de poursuivre la vision du président de la République en matière d'éducation, de reconstruire ces salles de classe qui devaient être détruites. Dans le cadre des différents projets d'infrastructure routière du PTUA, d'autres salles de classe sont en cours de construction. Voilà qui rassure les populations impactées par le projet de transport urbain d'Abidjan. Mesdames et messieurs, le saviez-vous? La Côte d'Ivoire en est à sa 4e étude nationale prospective depuis son accession à l'indépendance. L'étude prospective dont il est question ici est le genre d'études réalisées qui permettent au pays d'élaborer des scénarios de développement souhaités et de veiller à leur réalisation dans le temps. Adoptée en 2015 par le gouvernement, cette étude baptisée Côte d'Ivoire 2040 innove avec la mise en place d'un mécanisme institutionnel de veille stratégique dont la phase pilote vient d'être lancée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, Mahama Traoré. 16 structures sont concernées par cette phase pilote de lancement du mécanisme institutionnel de veille stratégique, mécanisme dont l'objectif majeur est de suivre et d'opérationnaliser les résultats de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Il sera fonctionnel à l'aide d'une plateforme numérique de veille baptisée BNPVS Soft 1.2. C'est un outil technique, on collecte les informations
on les traite, on les analyse et puis on met l'information qui est utile à la disposition des autorités publiques pour prendre la bonne décision au bon moment. Le lancement de la phase pilote du mécanisme institutionnel de veille stratégique qui s'inscrit dans une démarche qui sied à tout projet d'envergure nationale est en effet une opportunité pour les acteurs techniques impliqués de mieux cerner les contours du projet en vue de faciliter son appropriation. Le déploiement du mécanisme institutionnel de veille stratégique aura un impact sur le développement. Nous espérons, bien sûr, avec ce mécanisme-là, multiplier, pourquoi pas, amplifier les différentes missions de prospection des pays étrangers en Côte d'Ivoire, des investisseurs étrangers, et aussi, pourquoi pas, déployer nos champions nationaux vers les pays de la sous-région et les pays en dehors de la sous-région. Le mécanisme institutionnel de veille stratégique est l'une des innovations majeures de la 4e étude nationale prospective baptisée Côte d'Ivoire 2040. Les animateurs auront à évaluer 600 indicateurs répartis dans plusieurs domaines d'activité. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a lui échangé avec le Conseil national des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Une rencontre focalisée sur la situation politique dans notre pays et l'action du CNDH sur le terrain. Le reportage de Éric Goré. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire au grand complet dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme. Ces ambassadeurs échangent avec la présidente du CNDH sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Face à cette diplomate, Namizata Sangaré a fait un exposé de 2 heures d'horloge. Nous avons mis en place un observatoire pour le respect des droits de l'homme en période électorale. Nous avons fait une campagne de sensibilisation à la suite d'une formation de 66 rois et chefs traditionnels grâce à l'appui financier et technique du programme des Nations Unies, à Yamoussoukro. Un tour d'horizon sur les droits civils et politiques en Côte d'Ivoire, avant d'évoquer les visites régulières de son institution aux détenus arrêtés pour les manifestations liées à la désobéissance civile. Je vois les détenus et contrairement à ce qui est dit, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir d'être en prison, mais ils se portent physiquement bien. Namizata Sangaré reconnaît les dégâts énormes créés par ces violences. Cependant, la présidente du CNDH continue d'œuvrer pour la libération de ces détenus. Concernant l'élection du 31 octobre dernier, la première responsable du CNDH note que ce scrutin est acceptable au regard des tests et du droit de vote exercé par les citoyens ivoiriens. À la fin de la rencontre, les participants saluent l'initiative. Il y a une valeur ajoutée. On nous a expliqué quelles étaient les démarches concrètes du Conseil national des droits de l'homme et nous avons eu certaines réponses sur les questions que nous avons posées. Et de toute façon, c'est un dialogue qui continue. Nous avons eu cette réunion, mais nous avons l'occasion aussi d'échanger de façon plus informelle et bilatérale. Et donc cela a été très enrichissant et cela continuera de l'être dans le futur. La violence domestique au sein de la société, comment en venir à bout? Ce thème était au centre d'un panel de haut niveau tenu ce 4 décembre à la maison de l'entreprise d'Abidjan, organisé par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le programme des Nations Unies pour le développement. On en sait plus avec Didier Nguessan. Les femmes et les enfants sont les premières victimes des violences domestiques. La précarité est l'une des causes de ces violences. Le bourreau et la victime vivent dans le cercle familial. C'est ce qui ressort des études réalisées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et confirmées par le réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres. Sur les 3188 cas de violences basées sur le genre, nous avons 2168 cas de violences domestiques qui représentent environ 68% des violences basées sur le genre. Nous voulons quand même avoir une orientation commune à travers la prise de conscience des hommes dans leur responsabilité de la lutte contre les violences domestiques. Également, l'affirmation de l'autonomie de la femme. Ce que nous préconisons, c'est véritablement
que dans la cellule familiale, on ne confine pas les filles et les femmes dans uniquement les rôles reproductifs et les rôles communautaires. L'approche masculinité positive ou masculinité responsable reconnaît la femme ayant des atouts, des potentiels, un potentiel important pour le développement équitable, durable et inclusif. La tutelle et le PNUD tiennent ce panel de haut niveau. Pour la psychologue clinicienne Judith Kofi, la victime de violences domestiques a une faible estime de soi et peut démontrer des troubles digestifs et troubles de l'apprentissage. Il faut briser la dépendance affective à travers une thérapie qui allie raisonnement et comportement. Les panélistes souhaitent une meilleure prise en charge des victimes de violences domestiques. 389 assistants et attachés de recherche vont bientôt intégrer le système de l'enseignement supérieur. Avant leur recrutement dans la fonction publique, leurs dossiers de candidature sont analysés par la session conjointe de la Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur, le CNRS, et du Comité national scientifique, le CNS. Les travaux se tiennent à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils vont s'étendre sur 2 jours et sont pilotés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Walter Amadou Ouattara nous en parle. Amélioration de la qualité du système de pédagogie. C'est l'ambition affichée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour y parvenir, ce ministère a identifié des priorités au nombre desquelles le recrutement de nouveaux enseignants-chercheurs et chercheurs. C'est dans cette optique que le ministre Adama Diawara a validé les besoins exprimés par les universités publiques, grandes écoles publiques, instituts et centres de recherche. Il y a eu une sélection préalable qui a été faite dans ces qui seront exposés ce matin. C'est ce qui nous donne pour cette session. Et je pense qu'il y aura une deuxième session. Cette session, 389 postes à pourvoir pour les assistants de l'enseignement supérieur, 314, 47 pour les attachés de recherche et 28 pour les assistants. À l'issue de 2 jours d'analyse de dossiers, les assistants et les attachés de recherche remplissant les conditions requises seront connus. Et donc, une fois ici que c'est validé par la commission, les dossiers sont dossiers fonction publique cette fois-ci. Elles sont produits par les candidats retenus dans les structures qui les transmettent à la direction des ressources humaines, qui les transmettent ensuite à la fonction publique. Et c'est la fonction publique qui procède réellement au recrutement de ces nouveaux assistants, de ces nouveaux attachés de recherche et ces nouveaux assistants chefs de cabinet à la fonction publique comme fonctionnaires. Ce recrutement est fait sur la base de la rationalisation des ressources humaines et de la meilleure utilisation des postes budgétaires disponibles. Le processus s'est effectué à travers la plateforme de gestion des ressources humaines du système du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dénommé Système de gestion des ressources humaines, SIG-RH. Le maire de Tiasalé, Assalé Tiemoko, a offert du matériel de bureau, ordinateurs et imprimantes aux différents responsables d'écoles primaires et préscolaires de la localité. Des équipements pour améliorer les conditions de travail du personnel enseignant et supprimer les frais annexes des comités de gestion dans les établissements. Jean-Marc Djadji. Le maire Assalé Tiemoko équipe les écoles primaires publiques de Tiasalé. Ce sont 24 directeurs d'établissements qui reçoivent du matériel de bureau, des ordinateurs portables et des imprimantes. Des équipements qui vont faciliter le suivi administratif et pédagogique des élèves de la commune, chef-lieu de sous-préfecture. Nous sommes tellement satisfaits du don du maire et je pense qu'à partir de cela, nous connaissons déjà nos droits. Ce jour, nous avons reçu des ordinateurs pour faciliter les évaluations au niveau des écoles. Et cela soulage également les parents d'élèves qui ne payeront plus des frais annexes en ce qui concerne les compositions au niveau de la commune de Tiasalé. Le premier magistrat de la ville de Tiasalé, Assalé Tiemoko, s'est engagé au vu des compétences que lui confère la loi à rendre l'école plus performante et à améliorer les rapports parents d'élèves et comités de gestion d'établissements dans sa localité. À Tiasalé, nous avons pris notre responsabilité. Nous avons fait en sorte que l'école primaire à Tiasalé soit intégralement gratuite. La mairie joue son rôle, la mairie récupère la compétence qu'on lui a transférée et fait en sorte que les enseignants, les acteurs de l'école, sur tout le territoire de la commune, soient dans les meilleures conditions de travail et que les parents
à qui on a dit que l'école est obligatoire ne soient pas empêchés par les charges liées aux cotisations COJES, aux frais annexes qui sont lourdes. La commune de Tiassalé veut être un modèle de développement pour le système éducatif ivoirien. Et puis, mesdames et messieurs, la Covid-19 menace toujours. Il faut continuer de rester vigilant. Et concernant l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 4 décembre 2020, 23 nouveaux cas de Covid-19 sur 1243 échantillons prélevés, soit 1,9% de cas positifs. 32 guéris et 0 décès. À la date du 4 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 412 cas confirmés, dont 21 054 personnes guéries, 132 décès et 226 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 222 462. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, sachez qu'en Russie, à compter de ce samedi, débutent les vaccinations à grande échelle contre la Covid-19. Le fameux vaccin Sputnik, développé par un laboratoire russe, va être administré dans la capitale de la Russie, Moscou, dans 70 cliniques. Cette première phase sera cependant réservée aux professions les plus exposées. L'appréhension face à ce vaccin ne faiblit pas, mais les autorités russes, elles, sont satisfaites des résultats des 2 premières phases qui ont prouvé, selon elles, l'efficacité et la sûreté de ce vaccin. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 10h pour le flash d'information et 13h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.